Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. On est très heureux Bonsoir. de t'accueillir comme premier intervenant de l'année 2025. On est sûr que ça va nous porter bonheur, hein. Alors, sais-tu que tu es le 36e intervenant de la chaîne, hein, depuis 2 ans et demi? Non, du tout. Et en fait, je pense qu'avec toi, nous allons créer une nouvelle famille d'intervenants. Jusqu'à présent, moi, j'en ai dénombré à peu près quatre. Bon, il y a les intervenants qui sont dans des démarches avec les religions classiques, qu'elles soient orientales ou occidentales. Il y a des personnes qui appartiennent à des mouvements spirituels un peu plus récents ou un peu plus marginaux, euh, comme par exemple l'anthroposophie, les Rosicruciens, les scientologues, même des personnes qui appartiennent à l'Alliance universelle ou à l'Église de l'Union. Euh, Après, nous avons acquis aussi des thérapeutes qui intègrent, disons que l'esprit spirituel dans leur démarche de soins, on va dire, alternatifs. Et puis, il y a des chercheurs individuels qui entreprennent donc ces démarches en dehors de toute structure. Ah, bien sûr, toi, on pourrait te mettre dans les deux dernières catégories, thérapeute et chercheur. Mais pour moi, tu as un profil qui va au-delà de ça, puisque moi, je te classerais parmi les explorateurs. Alors, Hmm. bien sûr, un explorateur, c'est un chercheur, mais j'y vois au moins deux différences. La première, c'est que les chercheurs ne trouvent pas toujours, hein. Sinon, ça s'appellerait des trouveurs et pas des chercheurs. Et ensuite, il y a une notion de don de soi et d'implication très forte dans une démarche d'exploration, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et toi, tu as allié les deux. Euh, et donc, tu as beaucoup donné de ta personne, hein, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais comme toute aventure démarre avec un premier pas, donc tu es né dans la fin des années 70, hein, à Angers, tu es fils unique. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période d'enfance et d'adolescence? Qui était le petit Sébastien? Est-ce qu'il avait déjà en lui le germe de l'explorateur spirituel à venir? Euh, alors, c'est rigolo parce que j'y pensais tout à l'heure et j'étais en train de me dire, bah non, mon enfance, elle était quand même plutôt assez classique, rien vraiment à signaler. Et en fait, je me suis rendu compte, non, non, il y avait déjà ça parce qu'en fait, la première partie de vie, oui, plutôt assez classique. J'ai un souvenir, alors là, je pourrais pas le dater, mais qui est assez marquant où je me revois en fait dans le salon avec mes parents, je suis au sol, je joue. Et en moi, il y a comme un questionnement sur l'identité. Mais moi, si je suis moi, c'est très confus dans ma tête, j'ai le souvenir que j'ai ça. Et j'ai le souvenir de vaguement poser la question à mes parents et qui disent oui, non, mais c'est bon, retourne jouer avec tes trucs. Mais un sentiment très fort à ce moment-là, alors je sais pas si c'était la création de l'identité ou quoi à ce moment-là, mais il y a un truc très fort qui s'est questionné là, qui disait mais si moi je suis moi, les autres sont qui? Enfin, c'était, voilà, il y avait ça là. Bon, c'est dans un coin. Et Et, tes euh, parents et je n'étaient pas du tout, ils avaient une démarche spirituelle, religieuse. Non, pas d'engagement à ce niveau-là. Moi, mon premier contact, en fait, est arrivé par le fait que j'ai commencé à être dans une école primaire publique. Il se trouve que j'étais pas ça manquait peut-être d'encadrement, j'étais un peu turbulent, j'avais quelques difficultés. Et ma mère a pris l'initiative, en fait, de dire, mon fils a besoin probablement de structure, et donc je me suis retrouvé dans un lycée privé catholique. J'ai Oui, souvenir que j'aimais beaucoup les cours de catéchisme, toute l'histoire de Jésus qui était racontée m'apportait beaucoup de joie. J'aimais beaucoup les rituels de préparation, Noël, Pâques, ces temps qu'on passait. Donc ça, c'était des moments finalement pour moi qui étaient... oui, il y avait quelque chose dans l'histoire de Jésus qui venait toucher, en tout cas qui venait toucher en moi. Donc l'enfance reste du coup classique. Alors j'ai le divorce de d'accord. mes parents à 10 ans quand même qui vient changer un petit peu la donne. Euh, et qui va créer certains manques, mais qui vont mettre en mouvement après par la suite, hein. Tout est toujours juste. Donc ça vient juste poser les fondements de la suite, quoi. Ça crée un peu de souffrance pour à un moment donné aller voir ce qui se passe, quoi. D'accord. Et quel est ton caractère en fait? Tu aimes la solitude? Tu es plutôt porté vers les relations? Alors, c'est une double facette, je suis très à l'aise dans la solitude, je joue beaucoup dans ma chambre, j'ai pas mal d'imagination.
on peut me laisser tranquille toute une journée, il n'y a pas de souci avec deux, trois trucs à bricoler et c'est bon. Mais j'ai aussi un côté assez sociable, c'est assez facile pour moi d'avoir des amis, j'aime bien jouer avec les autres. Mais j'ai naturellement ce fondement d'être à l'aise tout seul, voilà. Donc, D'accord. Donc, tu es plutôt bon élève, hein, donc ta scolarité se passe sans trop de problèmes. Tu vas jusqu'au bac que tu réussis brillamment, on va dire, avec bac scientifique et 18 en maths. Enfin bon, t'es un fort en maths, quoi. mm. Oui, bah là, justement, la structure en fait de l'école privée à ce moment-là m'a montré que j'avais certaines capacités et donc finalement, ça aurait été un refuge, hein, un moment où il y a J'ai un souvenir très fort justement au moment du divorce de mes parents, de dire, c'était l'époque où on disait c'est compliqué pour les enfants de divorcer et tout, et comme une force en moi qui disait non mais ça sera pas une excuse. Donc, et puis c'était une façon pour moi aussi d'obtenir un peu de reconnaissance par mon travail. Donc comme j'avais des facilités là-dedans, on va dire que j'ai mis de l'énergie là, et en plus c'est très valorisé, donc pour moi c'était très valorisant d'avoir. Mhm. Bon, par contre, t'es pas trop tenté par les concours aux grandes écoles, même si t'avais le niveau. Et donc, tu t'orientes vers une école de mathématiques appliquées, l'Institut de mathématiques appliquées à Angers, c'est ça? Ouais, bah, je pense qu'il y a là aussi déjà en moi le truc de non, mais c'est pas possible de passer des années ou toute ma vie en fait à travailler ou à bachoter. Je pressentais qu'en fait il y allait y avoir une insatisfaction là-dedans en fait, pas forcément l'énergie. J'avais envie de m'ouvrir à d'autres choses. J'avais passé une année justement de bac à bachoter, donc j'avais vu ce que ça pouvait faire. J'avais pas envie tellement de prolonger ça. J'avais déjà en moi, je pense, ce germe de vouloir m'ouvrir à d'autres choses, avoir du temps pour peut-être contempler, explorer. Donc ça s'est bien organisé, parce que sur Angers, j'avais une école qui permettait quand même d'avoir un bon cursus avec un excellent diplôme à la fin, mais plutôt moins exigeant, on va dire, qu'une école d'ingénieur ou de ce style-là, quoi. Mhm. Et donc, à 18-20 ans, là, tu découvres, c'est ta première lecture spirituelle, enfin, tu vas me confirmer, tu découvres le Dalai Lama et tu Ouais, lis beaucoup oui, de livres. il y a une période là où justement où c'est un peu la première rencontre, c'est au moment où ma grand-mère maternelle décède, donc c'est mon premier décès d'une personne proche. Bon, elle était malade depuis, moi je l'avais toujours connue malade, donc on peut pas dire que c'était une surprise ou un choc. Mais bon, ça questionne toujours, voilà, quand on a cet âge-là, ma grand-mère, ça doit être 95 ou 96. Donc, euh, donc voilà, il y a ce premier contact avec la mort et ces questionnements un peu sur, mais alors en fait, c'est quoi cette vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que justement ce processus d'aller à l'école, de travailler, et voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je tombe sur des livres du Dalai Lama et la lecture de ces livres me nourrit énormément. Tout ce que je lis me touche, ça m'appelle, je trouve ça beau. Donc je lis pas mal de ça. Je dois lire le livre tibétain des morts aussi à ce moment-là. Enfin, je creuse un peu tout ce que je trouve sur le Dalai Lama. Et là, encore une fois, c'est pareil, ça va pas plus loin. Il y a un côté aussi, je sais pas quoi faire de ça. C'est aussi un peu le bouddhisme me paraît un peu loin. Même le Dalai Lama en plus le dit dans ses écrits. Il dit après, c'est pas tellement votre culture, donc je vous encourage plus à rester la spiritualité peut-être qui est plus en rapport avec votre culture. Je sais qu'il y a la retraite des bouddhistes de 3 ans, 3 mois, 3 jours, mais là, je me sens pas du tout il y a comme un appel à la retraite, mais là, ça me paraît un peu long. Je ne me vois pas quitter le monde, quitter mes proches pendant aussi longtemps. Je suis pas prêt à ça. C'est pas mûr. Donc, bah, c'est pareil. Ça se remet un petit peu en jachère. Et puis, la vie m'appelle, bah, voilà, à continuer les études, à commencer à travailler, à gagner de l'argent. Donc, ça Voilà, repart donc un là, peu. tu quittes ton école et tu as Ouais. ton premier boulot. Donc, tu es ingénieur informaticien, hein, et tu trouves ton premier travail sur la région parisienne. Ouais, donc, je commence à travailler sur Paris, Oui, très ton vite projet après. de vie à ce moment-là, c'est de gagner de l'argent, de trouver ta place au niveau professionnel, mais Oui, tu oui, n'as pas... ouais, parce que c'est valorisé. Là, comme je disais, le fait que j'ai un diplôme de cadre d'ingénieur dans ma famille, les gens sont plutôt fiers. Donc moi, bon, ça me rend heureux. Voilà, j'ai envie d'avoir des belles choses, voilà, de pouvoir voyager. Donc, euh, Et, donc voilà, je suis tout et donc mouvement-là. ça dure quelques années. Ouais, ouais, ouais.
Alors après, du coup, je sens très vite, par exemple, à Paris, c'est au bout d'un an et demi, 2 ans que ça, je commence à saturer, hein. Donc je reviens sur Nantes, où j'ai déjà quelques attaches. Et puis la vie en plus m'amène après en Bretagne pour une mission, donc je suis plutôt dans un cadre très nature. Je me retrouve à Roscoff, à Finistère Nord, donc un endroit assez magnifique où je passe 4 ans. Donc je trouve plutôt un équilibre à ce moment-là entre le travail, je gagne ma vie, et puis un cadre de vie qui est quand même plutôt agréable, qui va Sur la devenir course à pied, donc tu la pratiques de 2011 à 2016 de façon intensive parce que quand on parle de course à pied, là, faut que tu expliques un peu quand même parce que c'est pas de la course classique que tu fais. oui, c'était de la course plutôt longue distance, un peu sur tous les terrains, notamment en montagne, où ça pouvait aller jusqu'à 100, 120 km. Voilà, donc ça s'est fait progressivement. Et puis, oui, bah, c'était aussi des formes de méditation, hein, parce que quand je partais courir en nature pour des sorties de 3 à 4 heures, ou voire plus, il y a une forme de méditation qui se met en place, hein. Le corps commence à trouver un rythme. Donc, que ce soit marcher ou courir, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, notamment en nature, où il y a quand même, on se trouve confronté à, quand même, à des espaces assez incroyables. Donc, donc ça venait contrebalancer, moi, justement, mes heures assises derrière l'ordinateur, ça faisait partie Hmm. de ma routine, quasiment d'aller courir tous les jours. Ben, j'avais besoin, par la course à pied, c'était un moyen de nourrir aussi ce besoin de reconnaissance. Et en fait, la façon dont moi je perçois les choses maintenant, hein, c'est que il fallait que certains désirs soient accomplis pour pouvoir ouvrir à autre chose, en fait. Tant que c'était pas Hmm. accompli, je ne pouvais pas ouvrir les espaces pour aller voir ailleurs, parce qu'en fait, il y avait besoin de rentrer là-dedans, de voir que, en fait, même si je nourrissais ça, même si je gagnais de l'argent, même s'il y avait de la reconnaissance, à un moment donné, il y avait quelque chose qui disait c'est pas suffisant. C'est Hmm. pas là que ça se fait, en fait. Mais voilà. Et alors justement, pendant cette période, en 2014, tu découvres un livre d'Eckhart Ouais, bah là, c'est la vie qui amène c'est là où on voit l'importance, hein, des échanges et de ce que les autres peuvent inspirer. Il se trouve qu'à cette époque-là, ma maman a comme compagnon un thérapeute shiatsu, Vincent, qui est un maître en Inde, qui a déjà beaucoup cheminé, donc voilà, qui a déjà beaucoup de bagages avec lui et qui cherche pas du tout en fait à me montrer ça. Juste à un moment donné, il m'offre le pouvoir du moment présent à mon anniversaire. Euh, et donc là, tout de suite, là, ça y est, ça ouvre à nouveau la porte. Il y a à nouveau un espace. Ce livre, je l'ai lu plusieurs fois et c'est comme si je l'avais lu à chaque fois. Parce que la première fois que je le lis, je perçois pas du tout, je lis pas du tout. C'est- moi, ce qui m'est venu après, c'est exactement comme les rapports de la CIA où tout est en noir. Vous savez, ils mettent plein de trucs en noir. Mais la première fois, en fait, il y a plein de trucs en noir que je vois pas, mais je perçois quelque chose. Moi, je le perçois comme un truc. Ah bah tiens, comme ça, je vais être plus présent. La vie va être peut-être plus agréable parce que je serai plus présent. Donc, je fais quelques exercices et voilà. Mais- et en le relisant après, je vais voir la richesse du livre que j'ai pas perçue au 1. premier instant. Mais déjà, voilà, ça amène quelque chose. Et c'est lui qui va amener, sans rien dire, des petites lectures qui vont ouvrir petit à petit les portes, on va dire. Donc pour situer, là, tu as 37 ans à ce moment-là. Et c'est là aussi que tu découvres pour la première fois le chemin de Compostelle. Ouais, Tu oui, alors ça, passes c'est. une semaine. Ouais, voilà. Bah, Compostelle, c'est pareil. Ça fait partie, c'est ce que je dis, hein, il y a des choses difficiles à expliquer, mais Euh, c'est un peu comme quand j'ai écrit mon livre et que j'allais voir les gens pour le vendre, je disais Compostelle, ça vous évoque quoi? Et en fait, tout le monde a quelque chose enfin, c'est très rare que quelqu'un me dise Compostelle, ça me dit rien du tout. Et quelque chose qui est là, en fait. Alors, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais ça, il y a Compostelle, c'est quelque chose. Il y a un pèlerin. Et donc, moi, j'avais ça en moi. Donc, il y avait cette aspiration. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Et il se trouve que je découvre à un moment donné qu'il y a Claude qui organise des séjours sur le chemin de Compostelle pour des coureurs, justement, où on va pendant 5 jours. Et là, oui, et là, il y a une résonance énorme. Il y a une émotion très forte, notamment quand j'arrive à Conques, même carrément un moment mystique le soir de l'arrivée. Enfin, là, ça ouvre un truc. Je sais à ce moment-là, je me revois devant la balise du chemin à Conques en disant, mais je sais pas quand, mais je reviendrai au même endroit et je poursuivrai le chemin plus tard, bah, quand j'aurai la disponibilité, parce qu'à ce moment-là, je travaille, donc j'ai pas la disponibilité de partir bah, 2 mois, le temps Mhm. nécessaire pour ça, quoi. Mais je sens en moi que c'est inévitable qu'à un moment ou un autre, je reprenne ce chemin, quoi. D'accord. Et donc, un an après, tu fais la découverte de la méditation en Vipassana.
Ouais, bah ça c'est pareil, c'est Vincent, il m'offre un petit livre qui parle de la méditation Vipassana, un livre de Goenka, je crois, celui qui a remis ça au goût du jour. Et là, d'un coup, je trouve un espace, moi qui étais quand même attiré. J'avais cette aspiration, mais même à un moment donné, je me demandais si j'avais pas une aspiration carrément à être moine ou à faire des retraites, voilà, parce que je sentais profondément un appel à l'introspection. Et là, j'écoute cette méditation, donc moi, je ne médite pas du tout à l'époque, hein, mais ça me parle, le livre, et je me rends compte qu'il y a un centre en France, et c'est des méditations de 10 jours. Donc là, c'est un peu comme le truc de Compostelle. 10 jours, je me dis, c'est parfait, ça rentre dans mon cadre de vie, je peux prendre 10 jours pour y aller. Donc, sans réfléchir, hein, vraiment, c'est l'appel de ça, dire, bah voilà, tu médites pas, et puis tu fais, quoi. Et donc, je suis pris pour une retraite en novembre 2015. Et donc, voilà. Et là, je me dis, bah, on va voir ce que ça raconte. On verra si vraiment j'ai cette aspiration, peut-être profonde, justement, à me retirer du monde. Euh, Tu peux dire en deux mots, Vipassana, ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas? ouais. Alors, Vipassana, le terme, c'est en fait, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Donc, Vipassana, c'est vraiment une méditation euh, qui, euh, qui est là, en fait, pour scanner les perceptions dans le corps. C'est-à-dire que ça se passe les yeux fermés, donc des répétitions de méditation d'une heure. Où donc bah, il y a une technique, hein, c'est progressif pendant les 10 jours pour apprendre. D'abord, on apprend à développer la sensibilité de la perception. Donc on passe quelques temps, plusieurs jours, juste à sentir la respiration qui passe au niveau des narines pour vraiment développer une sensibilité très fine euh, du ressenti corporel. Et après, on fait des scans corporels. L'idée étant que en restant équanime, on permet en fait à ce qui est ancré dans le corps de remonter et de se libérer, de laisser remonter les émotions, enfin tout ce qui est vivant dans le corps, pour pouvoir en fait éliminer bah, ce qui était un petit peu, ce qui s'est un peu installé au fil du temps. Voilà. Donc cette répétition en plus pendant 10 jours, alors, et puis là on retrouve aussi la puissance du groupe, c'est-à-dire que quand on est dans une salle avec 150 personnes, c'est absolument pas le même ressenti que quand on médite tout seul. Ça c'est évident, il suffit de faire l'expérience pour le ressentir. Euh, et donc, voilà, cette répétition, en plus, donc tout en silence, c'est très austère, hein, il faut comprendre que quand on est là, donc c'est 11 heures de méditation par jour, dans le silence. Voilà, donc ça, bah, c'est quelque chose il faut être prêt aussi à accueillir. Moi, j'étais plutôt très, très partant pour ça, parce que justement, j'avais soif de ça. Et donc là, on est en 2015, et donc en 2016, tu y retournes pour refaire une autre période. Et là, il se passe un truc avec ton travail qui va Ouais. être le déclencheur de toute la suite. Ouais, c'est ça. Là, donc j'avais adoré ces 10 jours, il s'était passé quand même quelque chose de très puissant. Je reviens dans le monde et je suis très motivé. Je médite le matin 1 heure, le soir 1 heure. Et petit à petit, je sens que ça commence à s'étioler. Je commence à être moins. Je suis plus trop. Je suis pris. Et en même temps, je suis dans une période où je me questionne beaucoup sur mon travail, sur ce que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à décider. Voilà. Et je me réinscris pour un 3 jours pour bah, me refaire un peu une piqûre de rappel. C'est au mois de mai, ça, donc 2016. Et donc, et j'arrive au centre et je suis vraiment très, très ému de revenir au centre. Je suis très heureux à ce moment-là de regoûter ça à nouveau. Il y a vraiment une joie énorme. Et quand je me gare, je prends mon téléphone, j'ai des appels en absence, il y a un souci au boulot, on n'arrive pas à me contacter. En plus, là-bas, il n'y a pas de réseau, c'est perdu en pleine campagne. Je suis le seul à pouvoir répondre. Et du coup, je sens une exaspération qui monte quand même quelque chose. Dire, non, mais c'est pas possible, ça monte, ça monte. Et d'ailleurs, ça monte tellement à un moment donné, il y a comme une voix qui. Non, c'est fini, c'est plus possible, c'est terminé. Ça dit non, vraiment, il y a quelque chose de ferme qui dit, bah non, on arrête. Et je suis au téléphone et je dis, bah, de toute façon, ok, on va régler le problème. Et moi, quand je rentre, c'est fini, hein. On trouve une solution, je ne suis plus là, quoi. Au début, je me dis, c'est peut-être un coup de chaud. Et en fait, non, non, les 3 jours de méditation se passent et en fait, ça bouge pas. Et en fait, je sors et je dis, ben, non, non, mais maintenant, il faut qu'on trouve une solution. C'est fini. Je passe à autre chose dans ma vie. Je peux plus, comme une forme d'urgence de dire maintenant, non, non, il faut accélérer là. C'est pas possible. Donc, tu as 39 ans, tu démissionnes, tu achètes un van, et c'est le début des Ouais. vacances. Ouais, ben, puis alors moi, je suis le premier surpris, mais en fait, oui, je vends l'appartement, je donne tout. Et alors, en plus, je ressens une joie, ce que j'aurais pas imaginé, mais une joie énorme. Je fais des portes ouvertes chez moi pour que les gens viennent prendre mes CD, mes trucs. Et plus je donne, plus je suis heureux. Je m'assure aujourd'hui de garder de quoi, des vêtements, genre de jeans, enfin, juste ce qu'il faut pour le nécessaire. Et tout ce que je peux donner, mais en fait, le gars qui achète l'appartement, je lui dis, bah, de toute façon, moi, je te laisse tout, hein, le lit, le vidéoprojecteur, la télé.
Voilà, de toute façon, je l'emmène pas, donc c'est pas plus cher. Mais ça me fait ça. Je veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un livre? Je vais le mettre où? Enfin, donc je donne tout, quoi. Mais ce qui est fort, c'est que tu abandonnes en fait ton métier, mais t'as pas vraiment de projet de vie à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, tu as vécu des choses intenses au centre Vipassana, mais tu sais pas trop ce que tu vas faire, quoi, à ce stade. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, à un moment donné, j'ai voulu trouver autre chose avant de changer, en fait, et j'ai compris que ça allait pas marcher dans ce sens-là. Par contre, j'ai déjà des pistes. En fait, c'est là où je parlais de l'inspiration des autres. Décembre 2015, je sens qu'il faut que j'aille voir le film Demain, qui vient de sortir au cinéma, qui recense un peu tout un tas d'initiatives faites à droite à gauche. Et donc, je vais voir ce film qui m'inspire, notamment toute une partie sur la permaculture. Et là, je me dis, ah, ça pourrait être un truc qui pourrait être intéressant à creuser. Donc, je fais une formation d'ailleurs en permaculture, je commence à réfléchir à ça. Je me dis que ça peut être. J'ai pas encore tout posé, mais en tout cas, j'ai un soupçon de quelque chose qui me donne un espoir que je vais pouvoir trouver quelque chose à faire, en fait. Même s'il n'y a pas de projet concret, d'un coup, je me dis, il y a une orientation possible. Bon, après, très vite, je D'accord. me rends compte que ça va pas aller parce que, en fait, me poser dans un champ, dans un lieu fermé, ça, c'est pas ce que j'aspire, en fait. Voilà. J'ai d'autres choses à aller voir, quoi. Ouais, bah ça, on va voir parce que là commencent 2 années d'une véritable frénésie spirituelle, on va dire, puisque donc dans la foulée, tu pars en Inde, à l'ashram Ouais. de Ramana Maharshi. Ouais. Bah là, du coup, je suis emmené, pareil, par Vincent. Là, c'est la vie qui est vraiment formidable dans ce sens-là. C'est que bah, l'Inde, forcément, comme beaucoup de chercheurs, ça me parlait, mais je ne sais pas si j'aurais pris le pli de partir tout seul ou quoi. Lui, il connaît, il a déjà été, il prévoit d'y aller. Donc, en fait, bah, finalement, c'est facile, hein. Je me dis, bah, en fait, je viens avec toi et puis on découvrira. Ravana Maharshi, à ce moment-là, j'ai dû lire, mais je ne mesure pas à quel point ce qu'il représente en termes Mhm. la spiritualité ou pour les hindous. Donc j'y vais quand même avec un esprit plutôt neutre. Moi j'y vais comme ça un peu, j'y vais pour découvrir. Euh, je ressens très fort, euh, je me rappelle très bien avec quoi je rentre à ce moment-là, moi j'ai l'impression d'être complètement fermé, indifférent. J'ai l'impression que mon cœur est complètement fermé et mon premier souvenir dans la salle de méditation de l'ashram, c'est vraiment de demander est-ce que mon cœur s'ouvre et pourquoi il s'ouvre pas. En plus, je suis en larmes, donc en fait, je ne perçois même pas que finalement il est complètement ouvert, parce que je suis en train de pleurer sur le fait que mon cœur n'est pas ouvert. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a cette aspiration en disant qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas ouvert, qui ressent pas. Mais parce qu'en fait, c'est des jeux de protection. Il y a une grosse armure de protection qui s'est mise en place au fil du temps, que j'ai pas perçue et que je vais percevoir au fil du temps, au fil du moment aussi où elle tombe, quoi. Oui, tu dis en fait j'attendais un miracle et ce miracle ne vient pas et il vient pas comme tu l'attends en fait. Non, Et c'est ce bah qui non, même. provoque en toi un lâcher prise total en fait. C'est l'effet Ouais. consécutif à cette attente non satisfaite. Oui, bah c'est ça. Bah, en plus, là, je pense que c'est au tout début où je lis des choses, donc je suis dans une forme d'idéalisation de l'éveil. En plus, là, on parle d'un sage quand même qui était vénéré, donc il y a comme une forme, oui, à ce moment-là, j'attends un peu que la montagne s'ouvre, que les anges descendent du ciel. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il peut pas percevoir en fait la simplicité de ce que c'est. Euh, Mm. mais voilà, tout est juste à ce moment-là. Donc baigné dans une atmosphère assez Et là, incroyable. quand même, tu sens t'as une prise de conscience en fait qui manque quelque chose en fait dans ta démarche. T'as besoin un peu d'être guidé, d'être accompagné, parce que bon, la méditation c'est bien, mais on est un peu face à soi-même là. Exactement, c'est-à-dire que là, c'est une partie, Vipassana, c'est vraiment une technique hein, qui est apprise. Donc les enseignants répondent sur la pratique, comment méditer, et voilà. Et moi, à ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui se bousculent en moi, justement, qui se sont ouvertes. Et là, je ne trouve pas de réponse, puisqu'en fait, j'ai pas de personne en face à qui poser des questions. Donc, je les trouve dans les livres pendant un temps. Et là, c'est Arnaud Desjardins qui vient un peu, qui vient vraiment me nourrir et vraiment m'accompagner là. Tout ce que je lis dans ces livres, en fait, tout fait du sens. Mm. Chaque lecture, chaque phrase, c'est des clés de compréhension. Donc, je sens, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que bah, le centre, ça m'apporte aussi beaucoup parce qu'on a des échanges avec les personnes qui sont là-bas. En plus, c'est un espace où, alors qui peut être très éprouvant parce qu'en fait, quand on chemine et qu'on est dans sa vie, il y a plein de moments où on oublie le chemin.
Quand on est au centre, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que on est là, en Bourgogne, dans un lieu complètement isolé pour ça. Tout nous rappelle en fait pourquoi on est là et notre aspiration. Et donc il y a des moments donnés, par contre, c'est vrai que c'est. D'ailleurs, on est invité à partir 2 jours par semaine et une semaine par mois à quitter le centre parce qu'en fait, il y a vraiment ça peut faire une forme de pression qui est un peu, qui peut être un peu pénible par moment. Et en même temps qui est très excitante parce qu'en fait, moi, c'est à ce moment-là, j'aspire à ça. Donc, être dans un lieu où je suis rappelé à chaque moment pourquoi je suis là, je demande ça aussi. Mais bon, c'est. Voilà, il y a des moments où ça fait beaucoup, quoi. Hmm. Et donc, tu vas passer une semaine à l'ashram d'Arnaud Desjardins. Ouais, donc après, ben, voilà, je fais une demande pour aller à Hauteville. Bon, un lieu assez incroyable, hein, c'est vraiment un lieu merveilleux. Où là, pour le coup, bah, j'ai beaucoup plus de réponses. En plus, la façon dont la chambre est construite, bah, il y a des temps de partage en groupe, où on peut poser des questions à des collaborateurs. Et donc, forcément, les questions des autres aussi sont en résonance, donc viennent à régler, apporter pas mal de choses. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, pareil, pour qu'une forme de maturité qui apparaisse et qu'il y ait des choses qui puissent être entendues, il y a un certain nombre de problématiques qui sont utiles d'être adressées. C'est-à-dire que moi, tant que je suis pris dans mes histoires à moi, dans mes manques à moi, il y a des choses qui peuvent pas être entendues en fait. Je Hmm. comprends à un moment, en lisant une phrase d'Arnaud Desjardins qui m'a vraiment marqué que lui, dans son chemin, il a compris qu'il était un enfant de 40 ans. C'est ce que lui dit son maître. Et moi, quand je dis ça, à ce moment-là, je suis déjà en chemin et quand je lis la phrase, en fait, je la sens tellement juste pour moi. En fait, je suis un enfant de 40 ans. Alors sur le coup, ça fait pas du bien, parce que moi qui me voyais déjà engagé dans une démarche spirituelle, je me rends compte qu'en fait j'ai des comportements d'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, ce qui est normal, il doit recevoir, et voilà. Mais l'adulte, il doit recevoir et il doit donner. Et, et là, il y avait des manques. Il y avait dans le mode de fonctionnement, je fonctionne d'une telle manière, voilà. Et donc, bah, ça demande d'aller voir ça pour à un moment donné accéder à une forme de maturité. Et donc, au retour de ce Zen, tu retournes sur Angers, donc chez toi, et là, tu rencontres pas mal de personnes, enfin des êtres éveillés, tels que tu le dis, donc Mère Mira, André de Sautel, commences à lire Jean Klein, et il y a une question qui commence à te tarauder, c'est qui suis-je en réalité? Ouais. Oui, bah, à un moment donné, à force, c'est comme un entonnoir, hein, ça commence à se restreindre, on enlève des choses, et puis finalement, on arrive à ce fondement-là. Qui suis-je? Alors ça, par contre, c'est la question de Ramana Maharshi, mais alors, elle m'a un peu perturbé, mais parce qu'en fait, il y a un problème de traduction avec cette phrase, hein, parce que c'est pas qui suis-je, hein, quand on prend vraiment la phrase, si c'était traduit littéralement, c'est quoi moi? C'est pas du tout la même chose, hein. Parce que qui suis-je, il y a encore un je. Alors que c'est quoi moi, en fait, ça demande à investiguer c'est quoi ce que je crois être moi, en fait. Et c'est ça, là où l'invitation elle est, on va voir ça, quoi. Euh, et donc là, c'est là, ça peut être vertigineux, hein. C'est le type derrière qui saute dans le vide, hein. Oui, oui. Oui, là, on perd un peu ses références, là, du coup. Oui, oui, c'est ça. Et c'est là où je parle d'une forme de maturité, parce qu'en fait, déjà entendre ça, moi je sais que je l'ai lu sûrement dans des bouquins avant, et en fait, c'était inconcevable, en fait. Donc je ne pouvais pas le percevoir, le fait de dire que ce que je crois être moi n'existe pas. En fait, c'est même pas. Non, ça fait aucun sens. Donc, c'est comme si c'était pas entendu. Le mot non-dualité, par exemple, je sais que je l'ai croisé avant, mais je l'ai pas du tout perçu, en fait. Il y a Mm. des choses comme ça, en fait, ouais, qui restent invisibles jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, c'est tellement. Là, je suis sûr qu'il y a des gens, de leur dire ça, en fait, ça va leur paraître c'est tellement absurde qu'en fait, c'est même pas une question. Ça ne peut pas être remis en question. Mm. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là que tu repars en Inde, donc à fin 2017, donc toujours à l'ashram de Ramana Maharshi, mais là, tu vas rester un mois. Ouais, alors ouais, du coup, je pars même 2 mois en Inde. Comme j'ai du temps, là, je compte passer un mois dans le sud, chez Ramana Maharshi. Et j'écoute le conseil d'Arnaud qui disait en fait, bah, si vous pouvez, passer plus de temps auprès d'être réalisé. Euh, et je me rends compte à un moment donné que Chandra Swami, qui est un des maîtres dont Arnaud était assez proche et dont il parle, en fait, il est encore en vie. Je sais pas pourquoi, moi je pensais qu'il était parti. Et donc, j'apprends qu'il est encore en vie et qu'en plus, il y a des connexions avec l'ashram. Donc, c'est facile en fait de pouvoir réserver un temps là-bas. Donc, je me dis que bah, je passerai aussi 15 jours dans son ashram dans le nord avant d'aller à Rishikesh explorer d'autres voies. Euh, Mm. Là, donc, tu vas aussi à Auroville, ouais, tu vas à l'ashram de Mananda Mohi, mais donc,
finalement, avec ce questionnement que tu avais avant de partir en Inde, qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi? Est-ce que ça te conforte dans cette réflexion ou est-ce que ça t'apporte d'autres éléments? Ben, en fait, ça vient toujours nourrir des choses. Je me rends compte qu'il y a des voies, bah, notamment le fait d'aller voir Chandra Swami, je vois que la voie de la dévotion, c'est pas quelque chose qui va me parler. Euh, Même si alors je suis hyper à l'aise dans les ashrams, j'adore ces temps-là d'introspection. Euh, j'ai encore beaucoup trop de questions en fait qui se posent à ce moment-là, qui ont besoin d'être répondues. Euh, mais petit à petit, ça se pose. Par exemple, je quitte l'ashram d'Arnaud où je vois que ça commence à tourner en rond à ce que les gens disent et que c'est intégré en fait. Il y a des choses qui sont intégrées dans les modes de fonctionnement. Euh, et donc, là, elle va passer, je vais me retrouver dans une phase, à un moment donné, on va dire, de radicalité, où je vais vraiment contacter ce qu'on appelle la modalité radicale, où on va vraiment, alors là, pour le coup, là, c'est du Harid de chez Harid, mais c'est le dernier palier, en fait, pour moi, avant de libérer les choses. Bon, ça va passer ici par toute une phase de déconstruction. Bah, alors, avec un ami, la Didier Weiss, qui était à Auroville, mais que je ne connaissais pas à l'époque, pour aller vraiment, justement, étudier cette mécanique du moi, là, et de l'illusion. Bah, un peu comme des mécanos, quoi. On regarde toutes les pièces et on regarde comment le truc fonctionne et est-ce que ça fait du sens. Et ça, c'est une période passionnante aussi de comprendre les mécanismes et d'aller Hmm. voir tout ça. Bon, mais malgré tout, tu commences à ressentir une lourdeur dans ta recherche, qui est, comme tu l'as dit, assez aride, là. Et tu as besoin de voir un peu autre chose. Enfin, il y a un manque, quoi, quelque part, à ce moment-là. Oui, bah, de toute façon, toute la période de recherche, à un moment donné, il y a forcément. Et ça a tendance à rebondir un peu d'un endroit à un autre, parce qu'il manque des choses. Il y a eu notamment un temps à Vipassana où, alors là, c'était devenu tellement austère que ça manquait beaucoup de joie. Donc, bon, bah, ça, après, c'est vu parce que la vie va amener ça. Donc, je me retrouve dans une forme, aller voir des intervenants qui amènent plus de joie. Parce que je me dis que si, s'il n'y a pas du rire, c'est quelque chose qui va pas non plus, hein. Si on est dans une spiritualité et que c'est pas joyeux, c'est pour moi quelque chose qui est pas clair, hein. Hmm. C'est que, voilà, ce qu'on partage, tout ça, c'est l'émerveillement de la vie, l'émerveillement d'être. Donc, il doit quand même y avoir une forme de joie là-dedans. C'est pas, Hmm. ça que moi, je le vis, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que tu ressens un élan pour repartir sur le chemin de Compostelle, vers Compostelle, et pour vraiment aller jusqu'au bout, là. Ouais, ça c'est étonnant d'ailleurs parce que Compostelle, j'aurais eu, parce que j'ai quitté mon travail en 2016 et je ne fais Compostelle qu'en 2018. Mais j'ai pas ressenti l'urgence avant, j'étais au centre Vipassana, il y avait d'autres choses, donc ça ne faisait pas. Et puis à un moment donné, bah, ça revient, alors très fort, et là je me dis, bah, c'est une évidence, donc là, retour d'Inde, je pense que c'est retour d'Inde, ouais. Je me dis, bah là, je mets ça en place, je suis plutôt en forme physiquement, donc bah, c'est le moment d'y aller. Je sais pas du tout à ce moment-là quand je pars si j'ai vraiment l'envie de partir aussi longtemps. Donc je me ménage je dis je pars vers Compostelle, on verra bien. Bon, en fait, dès le premier jour, je sais que en fait, ça y est, je suis tellement heureux dessus que je vais vouloir y rester le plus longtemps Hmm. possible. Est-ce qu'il y a une transformation qui s'opère en toi sur le chemin? Oui, oui, bah, c'est évident au fur et à mesure. Petit à petit, l'armure dont je parlais, elle se fendille. Il y a des choses qui se libèrent au fil des discussions, des échanges. Il y a une ouverture à la magie de la vie qui est de plus en plus prégnante, c'est-à-dire que il se passe des choses qu'on appelle des formes de synchronicité qui apparaissent de plus en plus. Euh, ouais, donc il y a énormément de joie, et puis en effet, il y a tout un processus. Moi, je découvre l'alchimie, par exemple, le processus alchimique pendant le chemin, on m'en parle, donc je sens que c'est quelque chose de cet ordre-là qui se vit aussi en moi. Les rencontres font que, voilà. Euh, Moi, je ressens vraiment ça. À un moment donné, je ressens vraiment il y a une ouverture et qu'en fait, une forme de carapace qui est en train d'exploser. Et pour vraiment goûter la vie telle qu'elle est. Donc, ça, bah, ça passe par des moments d'émotion, hein, des moments peut-être d'inconfort aussi, mais comme je disais, nécessaires pour libérer ce qui a besoin d'être libéré, quoi. Et, Et donc, à ton retour, tu vas faire un séminaire intensif avec Nada Michael, et là, il va se passer un événement important pour toi. ouais, donc c'est un intensif qui suis-je. Et moi, donc, j'ai eu une première partie de vie où, en fait, c'était très compliqué, les relations de couple. J'ai pas rencontré
la personne avec qui j'aspire être, des difficultés pour moi pour aller des fois vers l'autre. En tout cas, pour me livrer. Quand je parlais, l'armure qui s'était figée, c'était vraiment pour me protéger. Donc ça se présente pas. Et là, d'un coup, je rencontre quelqu'un où tout s'ouvre. Vraiment une rencontre, une forme d'évidence. Euh, moi, je découvre ça à un moment donné, c'était pas là. Et là, c'est vraiment l'amour qui se présente. Et donc, comme une forme d'idéal qui se met en place. Euh, et là, j'ai l'impression, pour le coup, moi, je me raconte l'histoire que ah bah, ça y est, tout s'est libéré, donc la vie va être parfaite maintenant. On s'installe ensemble, on a le projet d'avoir un enfant ensemble. Bah, c'est bon, tout est en train de se mettre en place. Voilà, c'est parfait. Merci de Compostelle, la vie est belle, tout va bien, quoi. Euh, donc, ça, c'est un peu c'est la trappe Nigo, on va dire, mais qui était nécessaire pour que ça se casse bien la gueule et que je vive ça, en fait. Parce qu'en fait, l'histoire se termine un peu brutalement. Euh, Céline, avec qui j'étais à ce moment-là, se rend compte qu'en fait, le projet d'avoir un enfant, c'est pas son projet à elle, finalement, et pas forcément non plus de s'installer ensemble. Enfin, il y a une forme d'incompatibilité dans ce qu'on a envie de vivre qui fait qu'on sent que ça va être impossible. Et moi, je le vois pas du tout venir, donc c'est très brutal, hein, très violent. Euh, et donc, je vois ce qu'on peut avoir tendance à faire. J'avais construit un espèce de monde imaginaire avec une vie un peu idéale, etc. Donc, ce monde explose. Un matin, comme ça, un peu au réveil, le monde explose. Donc, moi, je m'effondre même au niveau corporel. Je sens dans mon corps qu'il y a comme une chute. C'est très brutal. Elle est un peu sous une forme de pression. Donc, je sens qu'il faut que je parte de chez elle pour diminuer la pression. Donc, je me retrouve à charger toutes mes affaires dans mon van et à partir, en fait. Et sur cette route de retour, donc vers Angers, Euh, je vis un moment quand même assez incroyable parce que c'est très douloureux, il y a beaucoup de peine, voilà. Et je suis sur la route et je me dis, mais en fait, je refuse en fait de dire, oui, mais c'est quoi, on me donne tout puis on m'enlève tout, parce qu'en fait, je sais que c'est pas juste. La confiance dans la vie que j'ai ressentie quand j'étais sur Compostelle fait qu'à ce moment-là, je dis, ok, je ne comprends pas. Là, c'est très difficile, je suis vraiment en grande souffrance, mais c'est ok. Il y a un oui énorme. En plus, c'est vraiment l'enseignement d'Arnaud, c'est oui à ce qui est et qui est véritable à ce moment-là, qui est pas mental, qui est d'accord, ok, là j'ai très mal, mais c'est ok. Je comprends pas, mais c'est ok. Et voilà. Et donc je reste avec ma douleur, avec ma peine. Je cherche pas à la fuir d'ailleurs, c'est-à-dire que bon, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je rentre quand même chercher du réconfort. Donc je retourne à Angers chez ma mère et Vincent, dont l'aide va m'être précieuse pendant une semaine, 10 jours. Eux, après, ils partent en Inde. Donc, ils me laissent dans l'appartement. Et moi, justement, je veux vivre ça. Donc, pendant, je sais plus, 15 jours, je reste avec ça pour aller voir ça, pas m'échapper, en fait, de cette douleur, Hum. pour que, justement, il y ait quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que j'ouvre totalement à la vulnérabilité, de dire, d'accord, ça fait immensément mal, je souffre le manque, l'incompréhension. Euh, mais ça m'est donné de le vivre pour, justement, me rendre compte qu'en fait, c'est bon, je ne vais pas en mourir, je ne meurs pas, quoi. Donc pour toi, c'est le début à ce moment-là d'une nouvelle vie. En fait, tu découvres différents domaines qui t'attirent particulièrement et dont tu vas faire un peu ta nouvelle vie professionnelle. Oui, c'est ça, il y a une forme de bascule. Ça, c'est rigolo, parce qu'à ce moment-là, quand justement je marche dans les rues avec ma mère, ou quand je suis en peine, et elle me dit d'une voix qui est pas du tout, qui est pas la sienne. C'est comme ça que je le perçois. Elle me dit, c'est un peu auto-centré ton truc quand même, ma recherche, tout ça. Et là, quand elle me le dit, en fait, je la regarde et en fait, je ris à l'intérieur parce que je me dis, c'est pas elle, parce que je perçois la justesse de quelque chose. Là, à ce moment-là, je me dis, en effet, il y a quelque chose enfin, qui est plus juste maintenant. D'ailleurs, je vais passer 2 mois dans les Canaries, je n'y vais pas. Je me dis, c'est maman, c'est le moment de se remettre en mouvement et de trouver quelque chose pour en fait retransmettre tout ce que j'ai reçu. Je vais transformer justement cette énergie de séparation et de souffrance en une énergie de, eh ben maintenant, je fais quoi de ça? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que je refusais de me poser la question parce que je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire. Et donc, ça m'arrangeait bien finalement de ne pas y penser. Donc là, bah, c'est là où il y a des choses qui se mettent en place. Je découvre la réflexologie et je me dis que ça peut être en effet une bonne façon d'accompagner les gens par une approche corporelle. Je découvre une formation qui dure un an, donc j'engage toute mon énergie là-dedans. Je sais que je vais accompagner, je sais juste pas la forme, et petit à petit, la forme va se matérialiser Ouais. voilà, au fil du temps. Et donc le 17 mars 2020, tu ouvres ton cabinet, mais tout le monde se rappelle de cette date, parce que le Oui. 17 mars 2020,
Ah oui, c'est le confinement. C'est le premier jour du confinement, le jour où tu ouvres ton Ouais, cabinet. c'est ça. Alors, pour être tout à fait honnête, à ce moment-là, ça m'arrange bien parce qu'en fait, je sens en moi comme une forme d'envie d'introspection et presque je me dis, pff, là, bon, faudrait quand même se mettre à travailler. Et ben, sur le coup, je suis plutôt assez content finalement d'être autorisé à rester en intériorité. Ça va être, en tout cas pour moi, la façon dont je vais le vivre, ça va être une période assez riche parce que je vais passer beaucoup de temps à lire, à écouter des enseignements. Parce que moi, ma recherche à ce moment-là, elle est quand même, elle continue, hein. Et donc, je profite de ce temps-là qui m'est donné bah, pour continuer à me nourrir avec tout ce qui m'appelle. Et donc, je mets ces mois à profit, bah voilà, en mode introspection, ermite, et, euh, et donc voilà, continuer à nourrir ça avant de pouvoir redonner, quoi. Hmm. Ouais, je pense qu'on pourra aborder la partie professionnelle thérapeute dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, peut-être pour conclure cette partie-là, ça serait bien que tu nous livres, je dirais, ton état d'esprit spirituel en utilisant un texte qui reflète complètement, finalement, tes idées à ce moment-là. Ouais, c'est une citation de Carlos Castaneda qui, quand je la lis, en fait, bah, me parle tellement, je me dis, mais oui, c'est formidable. C'est exactement ça. Et c'est là où c'est la beauté des partages des textes et des choses où quand les mots des autres, en fait, viennent en résonance. Donc, Carlos Castaneda, il disait, j'ai perdu ma forme humaine, je me suis dépouillé de toutes mes carapaces, ou de la plupart d'entre elles. Je me sens détaché de tout, libre de toute influence. Il ne reste en moi aucune rancœur avouée ou inavouée contre quiconque. Je ne ressens pourtant ni indifférence négative, ni négligence en face de l'action. Il ne s'agit pas non plus d'une solitude désespérante, ou même d'un désir de rester seul. C'est plutôt un sentiment inconnu de désintéressement, la capacité de me plonger dans l'instant et de n'avoir aucune pensée, que ce soit pour le reste. Les actes des gens ne me touchent plus, car je n'espère plus rien de l'avenir. Une paix étrange est devenue la force souveraine de ma vie.